Bon maman, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent? Ton nom, ton prénom, ton âge éventuellement et ta situation actuelle dans la vie. Merci de m'avoir invité, mon fils. Donc, moi, je suis Corinne Branson, épouse Bernard depuis peu, en fait, depuis 3 mois. Il faut que je pense à le dire maintenant. J'ai 50 ans et je suis artisane. Je crée et je fabrique des objets de décoration en bois et en résine époxy. Donc, il y a des objets d'ameublement, tables, planches décoratives, pendules, console d'entrée, tout ce qu'on souhaite en fait, avec la personnalisation. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui ce métier-là, il te plaît? Est-ce que tu t'amuses dans ce métier-là? Ce métier me plaît énormément. Je me sens dans l'âme créative et je m'éclate. Tout simplement, je m'éclate. Avant ça, est-ce que tu faisais autre chose du coup? Est-ce que tu veux bien en parler du métier que tu faisais juste avant? Oui, 27 ans de carrière dans un milieu complètement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'étais infirmière pendant 27 ans. Infirmière libérale, c'est ça? Infirmière libérale, infirmière salariée, infirmière cadre, responsable. T'en as vu un peu de toutes les couleurs du coup? Beaucoup. Beaucoup. T'as côtoyé du coup plusieurs types d'établissements, plusieurs types de malades. C'est ça. Le sujet du jour, il est lié au cancer du sein, du coup un domaine que tu connais bien de par et ton expérience professionnelle et ton expérience personnelle. Quel est ton rapport du coup aujourd'hui au cancer du sein, si tu veux bien nous en parler? Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis contente d'avoir été prise en charge, contente que ça se soit bien terminé et contente d'être en pleine forme. Voilà. Ça fait pile 10 ans cette année. Donc 10 ans, diagnostic, cancer du sein, intracanalaire, sein droit. Comment tu l'as su? Qui te l'a annoncé? Et qu'est-ce qu'on t'a dit finalement? Alors, comment je l'ai découvert? Alors, j'étais infirmière libérale, donc c'est à la suite d'un traumatisme au ski, en fait, parce que tous les ans, on est fan de ski, donc tous les ans, on va au ski. Et donc, j'ai été percutée, une grosse cascade, bâton dans les côtes, côte cassée, et quand je suis rentrée, j'avais très mal aux côtes, ce qui est normal, rien de bien grave, mais c'est là qu'on s'ausculte, on se regarde, on se tâte, on se palpe, et puis en se palpant, en se disant là j'ai mal, là j'ai pas mal. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais une petite boule dans le sein droit. Et là je dis c'est pas normal, parce que c'était à l'opposé des côtes cassées, je dis bon, c'est bizarre. Bizarre. Voilà. Et quel est ton réflexe à ce moment-là du coup? Toi qui du coup es du métier, est-ce que ton premier réflexe c'est de t'inquiéter finalement de ce que tu ressens? Est-ce que tu vas voir directement un professionnel de santé? Est-ce que tu laisses un petit peu passer? Non, tu laisses pas passer. Finalement, en fait, même si on se palpe pas tous les jours, on se connaît un peu et quand on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'anormal, en fait, direct médecin traitant et direct mammographie, échographie et tout. On laisse pas traîner ce genre de choses. Donc après finalement ton propre diagnostic que tu fais où tu te dis peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre. Ouais, mais je m'inquiète pas plus que ça parce qu'en fait tu te dis bon ça peut être un kyste, ça peut être un autre, enfin ça peut être plein d'autres choses en fait. Ah puis toi en plus qui connais un peu les potentielles choses que tu peux avoir, peut-être que tu t'essayes de relativiser en disant peut-être que finalement c'est juste un kyste comme tu viens de dire. C'est ça. Malgré tout donc tu vas voir le médecin traitant. C'est ça. Après le médecin traitant, tu t'obtiens un rendez-vous pour une échographie, c'est ça? Échographie, mammographie. Échographie, mammographie. Tu fais les examens et derrière, comment ça se passe? Comme tout examen de radiographie, en fait, on attend les résultats dans le couloir. J'attends et là, le radiologue, qui est un copain, me dit non mais là, tu vois, là, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal et tout. Il faut absolument que tu prennes rendez-vous, que tu ailles voir ta gynéco et que tu continues les examens. Donc je reprends la voiture, je repars, puis là quand même un grand moment de flou et je dis putain mais si c'est vraiment un cancer, je dis mais comment ça va se passer? Et puis en fait tout s'enchaîne. Je reçois dans la soirée un coup de fil de la gynéco
Donc je déboule la voir entre deux patientes. Et donc du coup elle me dit je te trouve un rendez-vous sur Limoges pour faire une biopsie et on prend les choses, ça traîne pas. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une biopsie pour ceux qui nous écoutent? Alors une biopsie, c'est en fait un prélèvement, c'est comme un carottage en fait. On endort la zone et on fait plusieurs prélèvements avec une grosse aiguille et on prélève des cellules à différents endroits et on envoie en analyse pour faire, alors ça s'appelle une histologie, et en fonction des résultats, derrière, il y a un diagnostic qui tombe. Ça permet de savoir précisément la nature du corps étranger finalement qui est dans ton corps, c'est ça? C'est ça. Et puis après, il y a tout un tas de batteries d'examens qui vient, IRM et tout le tout team, pour vraiment identifier la zone et tout. Donc là, c'est encore un deuxième grand moment de solitude parce que on fait la biopsie, on est allongé et la personne qui fait la biopsie sort une petite phrase en disant 95% de chance, c'est pas un cancer. Bon, là, on se dit. Parce que à ce moment-là, du coup, t'avais pas la certitude encore d'avoir un cancer. Non. On t'a dit. T'inquiète pas, ça va bien se soigner, mais on t'a pas dit précisément ce que t'avais. Non, le mot cancer, il arrive très tardivement. Et encore, dans le domaine de la santé, très peu de professionnels utilisent le mot cancer. Okay. Voilà. Mais tu te prépares quand même psychologiquement à ce qu'on t'annonce que t'as un cancer à ce moment-là? Oui. Ok. Oui. Je m'en rappelle... Non, en fait, c'est ma gynécologue qui a eu les résultats d'histologie, c'est elle qui me l'a dit. Mais elle n'a pas utilisé le mot cancer. Elle m'a dit c'est sérieux, il faut que tu ailles voir un de mes confrères sur Limoges qui va te prendre en charge pour t'opérer. Et donc là, le premier rendez-vous à Limoges, il me dit on va enlever la tumeur. Et ensuite, il reçoit à nouveau des analyses de cette morceau de tissu. Et là, c'est là qu'il y a le diagnostic qui est sur le compte-rendu. Et c'est là qu'il a dit, c'est un cancer intracanalaire, il n'y a pas d'envahissement. Votre ganglion sentinelle, parce qu'on fait des investigations, des batteries et tout, n'est pas atteint, mais pour être sûr d'enlever le tout, on est obligé de retirer tout votre sein. D'accord. Donc là, moi, étant infirmière, je me suis mis tout de suite du côté professionnel, donc ablation du sein, hospitalisation, redon, soins, machin, nanana, reconstruction. T'as réussi à anticiper les conséquences un peu plus rapidement. C'est ça. Là où ça a été le plus délicat, ça a été ton père, où lui, c'était un moment hors sol, où là, il a bugué, et heureusement qu'il y avait un bureau entre lui et le chirurgien. Parce qu'il voulait pas accepter, c'est ça? Il dit non mais stop. Il dit vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire là? Vous êtes en train de dire que vous allez enlever un sein à ma femme, là comme ça, en 2 minutes, sans explication, sans tout ça, parce que lui il était très optimiste, lui il était du côté 95%, c'est pas un cancer. Il essayait lui il était un peu peut-être dans le déni, je sais pas, mais il n'était pas dans ce mood-là. Et donc là, la colère l'a prise et il lui a dit mais vous annoncez ça brutalement en disant on va retirer un sein et tout, on sait pas la suite, radiothérapie, chimiothérapie, c'est quand même un peu violent, voilà. Donc là, lui, il a sorti tout ce qu'il avait. Finalement, il a vécu la situation. Sans le recul professionnel que toi tu pouvais avoir, donc peut-être avec moins de lucidité en fait. Oui, certainement. Lui, il a eu effectivement la phase de déni, la phase de colère, la phase d'incompréhension, alors que moi je suis plutôt fataliste, donc du coup mon inconscient me disait qu'il y avait un cancer, donc si cancer, il y a ça comme étape, donc plutôt professionnel, donc plutôt le côté mon cerveau à côté de mon corps en me disant bon ok, il faudra gérer ça, il faudra faire comme ci, plutôt le côté technique en fait. Okay. Et lui le côté plutôt émotionnel et sentimental. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans notre société, le mot cancer, il fait peur aux gens?
Oui, je pense, alors peut-être moins maintenant en 2025, mais il y a encore 10 ans et il y a encore 20 ans en arrière, en fait, dès qu'on utilisait le mot cancer, c'était la fin du monde. C'est on va mourir. Et c'est vrai que quand on annonce qu'on a un cancer, eh ben, t'as tout type de comportement en face de toi. C'est... Est-ce que justement, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce que ça témoigne vraiment une pensée finalement globale, sociétale, tu vois. Est-ce qu'il y a des moments donnés où tu as eu peur des conséquences, peur de ce qui pouvait se passer derrière cette maladie? Oui, au tout début, t'as peur parce que tu sais vraiment pas effectivement comment ça va être pris en charge. Tu t'as toujours peur des conséquences, de ce qu'on va trouver derrière, des récidives. Tu vis toujours avec une épée Damoclès en fait. Tu as toujours cette appréhension là. Après, c'est un des cancers qui est le mieux diagnostiqué, qui est le mieux pris en charge et qui a vraiment de très bons résultats. Plus c'est pris tôt, plus derrière. Mais est-ce que ça c'est quelque chose qu'on te dit? Non, on te rassure pas. On va te dire que ça se passe bien, on va te dire que c'est que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de souci, et puis t'es effectivement très bien pris en charge, bien accompagné. Puis si tu veux, c'est que on part du principe, l'équipe soignante partait du principe que j'étais infirmière, donc elle sait, elle va gérer. Voilà. Donc effectivement, ta casquette de soignante et du coup... Tu penses que le fait que tu sois du milieu médical à ce moment-là, ça a influencé leur façon de communiquer avec toi? Je pense parce que je me rappelle d'une hospitalisation où il y avait une élève infirmière qui était encadrée et elle devait me poser une perf pour me préparer et ainsi de suite. Et puis... l'infirmière lui dit t'inquiète pas, elle est infirmière, elle sait. Et parce qu'elle partait dans des explications et tout, et puis l'infirmière lui dit mais t'inquiète pas, elle sait. Et donc du coup l'étudiante elle s'arrête de donner des explications. Puis je lui dis oui, je suis infirmière, mais je dis au contraire, vas-y. Explique-moi, pour voir justement que je loupe pas une étape, que je sois sûre de ce que je me suis préparée quoi. Donc puis c'est un bon entraînement, ça permet aussi de corriger et par l'infirmière qui l'encadrait et l'infirmière qu'elle soignait quoi. Et du coup donc là c'est intervention chirurgicale, voilà, avec tout de suite on se projette sur la reconstruction, ce que l'on va faire comme technique et ainsi de suite parce qu'il faut préparer un peu le après. Quand tu parles de la reconstruction, est-ce que tu fais référence à la reconstruction psychologique ou plutôt la reconstruction physique avec plutôt technique, plutôt technique, physique, ouais. La prothèse qu'on va te mettre derrière pour remplacer le sein qui a été retiré, c'est ça? C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Et en termes de durée, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une échelle de temps finalement de comment les étapes se sont enchaînées? Si tu saurais nous dire en termes de jours, de mois ou d'années entre le diagnostic, l'opération de l'ablation et la sortie finalement d'opération pour suite à la reconstruction quoi. Diagnostic, le temps du diagnostic, ça a duré juin, juillet, 2 mois, arrêt de travail début août, reprise du travail mai l'année d'après. En fait, quasiment 9 mois. La totalité du traitement, ça a duré 9 mois. 9 mois, ouais. Est-ce que parallèlement aux opérations, tu as subi un traitement médicamenteux en particulier ou pas du tout? Non. 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 Tu nous parlais de l'accompagnement des services de santé sur l'aspect reconstruction physique. Est-ce qu'ils ont été aussi présents sur l'aspect reconstruction mentale ou ça c'est une partie qui vraiment t'appartient à toi de gérer? En fait, cette partie-là, elle est propre à chacun, en fait. Chacun va la gérer. Alors, il propose énormément d'accompagnement psychologique, d'associations, de professionnels qui sont là à l'écoute. Ça commence par l'infirmière d'annonce, qui était vraiment une superbe
confidente, joignable tous les jours, tout le temps, vraiment dévouée et très professionnelle. Et après, il y a des personnes qui vont t'accompagner pour celles qui ont de la chimio, qui perdent les cheveux, voilà, pour comment se maquiller, comment s'habiller, comment se coiffer, parce que la vie continue et c'est important aussi de se projeter et de se dire c'est pas parce qu'on enlève un attribut féminin que on n'est plus une femme ou quoi que ce soit. Et au contraire, c'est important de redécouvrir son nouveau corps, son nouveau moi et ainsi de suite. Alors moi, même si ma carapace elle a volé un peu en éclats et que j'ai eu des gros moments de doute, de solitude et tout, j'ai été hyper bien accompagnée par mes enfants, par mon mari, par des personnes proches et tout. Et après, moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc j'avais pas forcément envie ni le besoin de voir beaucoup de personnes, en fait, d'autres professionnels. Et puis ça doit pas être simple non plus forcément d'en parler, parce qu'aujourd'hui, tu arrives à en parler face caméra. Est-ce que à ce moment-là, tu étais en mesure d'en parler vraiment à quelqu'un qui fait pas partie forcément de ton cercle privé? Non, j'avais pas envie. C'était délicat? Délicat, ouais, et puis j'avais pas envie, alors après c'est peut-être ma nature comme ça, j'avais pas envie de m'exposer et de raconter ma vie ou mes faiblesses. Voilà, c'est un moment, une parenthèse de ma vie où je préférais effectivement ne pas rentrer dans ces détails-là, parce qu'en fait t'as tellement de comportements qui peuvent être à la fois très agréables et très appréciables, et la nature humaine elle est ainsi faite, des comportements qui sont très désagréables. Donc finalement t'as pas voulu t'exposer, t'as préféré rester Ouais, voilà, c'était peut-être ma manière de me protéger et puis de vivre normalement, et puis voilà quoi, c'était comme ça. Tu nous as parlé des différentes structures ou personnes qui pouvaient être là pour la reconstruction mentale. Est-ce que ces services-là, finalement, ils sont compris dans le traitement qui t'est attribué, ou est-ce que ça, c'est à tes propres frais? Alors, il y a vraiment une volonté qui a été mise en place. Il y a eu plein de dispositifs qui ont été mis en place par la Ligue du cancer et tout. Il y a eu beaucoup de subventions, enfin pas de subventions, mais d'enveloppes de moyens qui ont été mis à disposition pour justement développer ces partenariats et ces prises en charge. Du coup, en fait, les professionnels sont mis à disposition et rémunérés par les structures. Il existe quand même, enfin, tous ces organismes-là, ces personnes-là qui sont là pour les malades, elles restent quand même accessibles pour vous. Elle reste accessible pour les malades, sans moyens financiers en contrepartie ou quoi que ce soit. C'est plus au volontariat, quoi. Si on en a besoin, on peut les solliciter. C'est ça. Puis je pense qu'il faut pas hésiter, parce que chacun fonctionne comme il l'entend. Mais c'est important aussi de savoir qu'il y a tous ces professionnels à côté pour s'épauler, parce que il y en a qui ressentent le besoin, d'autres qui ressentent pas le besoin, d'autres qui ont besoin de ça pour justement se reconstruire psychologiquement. Moi, je sais que j'ai des copines qui m'a dit encore mercredi soir en disant moi j'en ai abusé. Mais abusé dans le bon sens, parce que elle a fait partie de toutes les associations, toutes les activités physiques, que ça soit de l'aquagym, que ça soit de la marche, que ça soit le côté psychologique, parce que mine de rien, quand on se retrouve en groupe, ça fait peur. Mais en même temps, ça rassure en se disant je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule à être confrontée à ça. Il y en a plein d'autres en fait. Et finalement, en fait, chacune en échangeant, en se donnant des petites astuces dans le quotidien, améliore son quotidien. Ça permet de mieux vivre la chose, finalement, de se retrouver entouré de personnes qui sont comme nous. C'est ça. En fait. Et qu'est-ce qui t'a permis de construire ta motivation à rester accroché au traitement, à croire au traitement et à croire au fait que tu allais réussir à guérir? Quels sont été les éléments qui t'ont motivé? Parce que moi j'adore la vie, parce que tout simplement mes enfants, mon mari,
La vie, elle est hyper importante et trop belle, même si des fois il y a des moments durs et compliqués, c'est important de la croquer et d'en profiter au maximum. Donc tu te bats, t'es obligé de te battre. Si tu te bats pas, il y a personne qui va se battre à ta place. Hein, donc à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et puis il faut y aller, quoi. Il y a des moments où tu as pensé que ça allait être dur. Il y a des moments où tu as eu peur de pas réussir. Il y a des moments. Mais avec ton père, on en discutait beaucoup en off, tous les deux, très 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 souvent. Et ça, c'est vrai que ça a été hyper important parce qu'il savait, à un moment donné, j'ai un visage tellement expressif qu'en fait, il savait. Quand il y avait quelque chose qui tournait en rond dans ma tête, il venait le chercher en fait. Il venait chercher à me le faire sortir, à me le faire dire et à évacuer ça, quoi. Mes craintes, mes peurs. Donc quand c'était dur, c'était vraiment le fait de pouvoir discuter avec la personne de qui t'es la plus proche. C'est ça. Pour pouvoir réussir à remonter la pente un peu, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça. Et puis des activités, je me suis mise à faire beaucoup d'activités sportives, marche, vélo, beaucoup de choses en fait qui me permettaient d'aller me défouler, d'aller m'évader, voilà. T'as senti que le sport a vraiment donné un coup de boost à ta motivation et à ta santé psychologique pour parvenir à... Ouais. Je suis pas une grande sportive dans l'âme, mais par contre c'est du début du diagnostic jusqu'à la fin. Alors forcément, il y a des moments où c'était un peu compliqué, j'étais au fond de mon canapé, je pouvais pas vraiment me lever. Mais dès que je pouvais, en fait, c'était d'aller m'échapper, m'évader, de me défouler, de transpirer pour pouvoir vider tout ce que j'avais sur le corps, le cœur. T'as vraiment senti que le sport, ça t'a aidé dans cette épreuve? Ah ouais, c'est un bon... Ça évacue énormément. Et puis on n'a pas besoin d'être sportif pour prendre les baskets, de se dire je vais prendre l'air, je vais marcher, et c'est hyper important parce que plus on fait de l'activité physique, plus on a une bonne alimentation, plus derrière ça contribue aussi au bien-être et comme un cercle vicieux. C'est ça, c'est un cercle vertueux. Bien corrigé. Et du coup, à l'annonce de ta maladie, quelle a été la réaction de ton entourage, tes amis, ta famille, etc. Comment ça s'est passé? C'est des moments toujours un petit peu délicats et tout. C'est toujours difficile d'annoncer à son entourage proche ou moins proche qu'on a un cancer. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup d'empathie et qui vont t'écouter, comprendre et être présents pour toi. Et puis d'autres personnes qui vont être très sympathiques, qui vont dire ah ouais, pas facile et tout. Et puis d'un seul coup, pouf, il n'y a plus personne, ça s'évade. Ouais. Et comme on dit, j'ai un adage qui dit vrai, en fait, c'est quand on est confronté à des gros soucis qu'on voit les personnes, les amis sur qui on peut vraiment compter. Et c'est très important. Parce qu'on entend plein de choses. Moi, j'ai souvenir d'une voisine, c'est quand elle a su que j'avais un cancer, elle a eu peur de l'attraper. Donc du coup, dès que je sortais dehors, hop, elle se sauvait. Alors que avant cancer, dès qu'elle pouvait me voir, c'était on papote. Et dès qu'elle a su que j'ai eu un cancer, c'est hop, elle re-rentrait chez elle. D'autres qui ont dit t'inquiète pas, c'est comme une grosse grippe, ça va passer vite et puis tu vas revenir en pleine forme. Bon, c'est toujours des petites phrases un peu maladroites, mais qui sont là, qui font partie du paysage. Et puis des personnes qui sont un peu plus centrées sur eux, donc du coup, des personnes sur qui on pensait compter, qui sont pas là. Mais d'un autre côté, on découvre aussi de très belles personnes qui finalement, sans être là tous les jours, sont vraiment présentes à vous écouter, à vous accompagner, à vous proposer des activités, voilà, et ça redistribue les cartes des relations en fait. T'as senti vraiment un avant et un après ta maladie par rapport à tes relations sociales? Ouais, carrément. Et justement, tu vois, après, en se mettant à la place de quelqu'un qui a jamais eu la maladie, qui aimerait aider, qui aimerait être présent, comme tu le dis, tu vois, pour un de ses proches qui est malade, est-ce que tu auras un conseil à donner à ces personnes-là?
Mais il faut pas qu'ils aient peur en fait. Au contraire, il faut que les relations restent saines et normales. Et ok, il faut prendre des nouvelles, mais il faut aussi proposer d'autres choses, sortir un peu du quotidien, du côté technique, du côté maladie et tout. C'est saisir, observer et comprendre que la personne, elle a juste besoin peut-être de passer un moment à regarder un film, de passer boire un café, de se dire allez viens on va marcher, on va aller se promener, je t'emmène visiter un truc. Voilà, c'est sortir un petit peu du quotidien du malade, le malade en fait il est rythmé par les rendez-vous médicaux, les traitements, les incompréhensions et tout. C'est être une oreille bienveillante, être à l'écoute, quoi. Pas forcément besoin de faire des grands discours ou d'être le professionnel qu'on n'attend pas, quoi. En fait, c'est être simple. D'accord. Maintenant que tu es guéri, quasiment 10 ans après, qu'est-ce que tu tires de cette épreuve? Qu'est-ce que tu as envie de retenir? Qu'est-ce que j'ai envie de retenir? Que ça forge encore plus le caractère. Qu'on est encore plus, enfin pour ma part, encore plus teigneuse, encore plus guerrière, encore plus combative, de pas se laisser aller en fait. Et que la vie elle est courte, elle passe vite et qu'il faut en profiter au maximum. Pas en abuser, pas faire n'importe quoi, mais en profiter. Est-ce qu'il y a une phrase, un conseil, une personne, quelque chose qui t'a particulièrement marqué pendant ta phase de maladie? Bon, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Tu peux nous dire plusieurs choses, si tu veux. Mais vraiment il y a plein de choses. Les petits comportements. Une ou plusieurs choses qui t'ont vraiment marqué, disons de façon positive, que tu as envie de te rappeler. De façon positive, mes enfants qui ont été là sans... Enfin, qui à la limite ont vieilli ou grandi trop vite, mais qui sont restés avec leur âme d'enfant, leur bienveillance. Ma fille de 12 ans qui vient avec sa petite tirelire en disant « Maman, si tu as besoin d'argent, j'ai ma petite tirelire, je peux t'aider. » Mon fils qui mettait des petits mots, qui lui s'est un peu refermé sur lui-même, mais qui, dans sa grande discrétion, mettait des petits mots. Il arrachait des petites feuilles, puis mettait des petits mots « Maman, j'espère que tu vas bien, que tu souffres pas trop, que ton intervention s'est bien passée. » Voilà, des bons moments, des bons moments comme ça en fait, qui font plaisir et qui se disent bah voilà, on est soudés malgré les complications, malgré l'épreuve. Donc ouais, cette bienveillance des uns sur les autres. Et puis après, le truc que je retiendrai, c'est oui, le mot cancer fait peur, mais finalement. Mais à la limite, il faut qu'il continue à faire peur dans le bon sens des choses. C'est-à-dire qu'il faut quand même pas hésiter à aller voir un professionnel de santé quand on se sent pas bien, quand ça va pas. Il faut, pour le cadre du cancer du sein, il faut pas hésiter à se palper, faire ses autopalpations, voilà, et d'en parler à un professionnel de santé. Voilà, de faire les dépistages. Il y aura toujours un professionnel. La pharmacie, infirmière libérale, le médecin, la Ligue du cancer, il y a toujours une porte à franchir, aller se renseigner, il faut y aller quoi. Il faut y aller. Une chose qui a changé entre avant la maladie et aujourd'hui te concernant? Une chose. Tes cheveux? Les cheveux, la coupe courte. J'ai adopté la coupe courte. Rapide, simple, efficace. Et comme ça, ton fils, il peut te couper les cheveux maintenant. C'est ça, voilà. Et on est aussi joli avec les cheveux courts que les cheveux longs. Il y a plein de faire ressortir sa féminité au travers d'autres choses que des attributs physiques, en fait. Le mot de la fin, quel conseil t'aimerais donner à ta personne 10 ans en arrière? T'as bien fait de te tripoter, mais bon, c'est pas un conseil, c'est un constat. Peut-être que le conseil, justement, c'est d'aller pour le fait de se tâter les seins, C'est ça, l'autopalpation. Et puis bousculer un peu les portes, quoi. Faut y aller, il faut dire, même si je suis pas en âge de faire ma mammographie, que si, que ça, il faut pas que ça soit tabou, en fait. Il faut y aller. Eh ben, écoute,
Je te remercie pour ta participation, maman. C'était cool, j'espère que tu as apprécié l'exercice de passer devant la caméra. Et puis bah, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, une belle coupe, tout nickel.